Pour moi, il y a trois piliers dans le SEO, si on veut faire ça correctement. Le numéro un, je dirais peut-être le plus important, c'est la recherche de mots-clés. On veut être sûr de cibler des mots-clés qui vont être pertinents et qui vont pouvoir avoir une chance de se positionner sur Google. Parce que tous les mots-clés n'auront pas cette même chance, parce que la concurrence n'est pas la même. Donc nous, ce qu'on veut, c'est cibler ce qu'on appelle la longue traîne. On veut cibler moins de volume, mais qui voudra dire aussi moins de concurrence. Et s'il y a moins de concurrence, ça va être plus facile d'être mis en avant par Google parce que on aura un contenu qui pourra sortir du lot un peu plus facilement. Et Google pourra le mettre en avant. Et comment est-ce qu'on fait sa recherche de mots-clés? C'est ce qu'on va voir. On va la faire euh, étape par étape. Il y a pas mal de petites étapes là-dessus. La première, déjà, c'est d'avoir, je dirais, deux, trois, quatre mots-clés, ou même, on regarde ne serait-ce qu'un, un mot-clé principal qui couvre notre domaine. Vraiment le plus évident qu'on puisse avoir, on va dire. Ensuite, on peut demander à ChatGPT, par exemple, c'est de nous fournir une liste de mots-clés supplémentaires pour cette même thématique. Parce que, voilà, c'est pas toujours évident de trouver des idées, donc lui, il va nous en donner quelques-unes en plus. Et ensuite, le travail le plus important, finalement, c'est de vérifier avec un outil, donc, comme Ahref, SEMrush ou Ubersuggest, qui sont très bons pour ça, mais qui sont payants, le volume de recherche de ce mot-clé-là et la concurrence des différents mots-clés. Parce que, voilà, le but, c'est justement de ne pas cibler n'importe quel mot-clé. On veut réussir à déterminer des mots-clés qui est le meilleur compromis entre le volume de recherche et la concurrence qui s'y attache. Et ces outils-là vont nous donner ces informations-là. Par contre, ils sont payants. Après, celui qui n'a vraiment aucun budget, qui ne veut vraiment pas dépenser, même si c'est pas ce que je recommande, on peut toujours utiliser le Google Keyword Planner. Je vais vous mettre le lien, ça vous pourrez toujours avoir, mais il suffit de taper Google Keyword Planner sur Google, hein. Pas plus compliqué que ça. Il faut avoir un compte Google Ads pour l'utiliser, mais en fait, c'est un outil de Google Ads, qui est gratuit, hein, qui permet de faire sa pré-recherche avant de faire de la pub. Donc, on tape un ou plusieurs mots-clés, et lui, il va nous lister ce mot-clé-là avec plein d'autres variantes, hein. Souvent, c'est des variantes avec des fautes d'orthographe ou différentes façons d'écrire, etc. Et il va nous indiquer des volumes approximatifs. Quand je dis approximatif, ça va être, voilà, il y a entre 1 et 10 recherches par mois, entre 10 et 100, entre 100 et 1000, entre 1000 et 10 000, entre 10 000 et 100 000. Voilà, ça finit par être des très grosses fourchettes, mais ça donne une idée. Sachant que, bon, des trucs à 10 000, enfin, des mots-clés à 10 000 de volume de recherche, c'est déjà énorme, hein. Nous, dans un premier temps, en général, on va cibler peut-être quelques centaines, parce que c'est là où il va y avoir un peu moins de concurrence, voire même parfois en dessous de 100. C'est pas dramatique, je vais dire, ça reste toujours peut-être 80 personnes qui vont venir potentiellement sur le titre. Et on va pas dire non à 80 personnes parce que c'est sur un article, quand on en fera d'autres, ça va être cumulé. Et donc, quand on est sur le Google Keyword Planner, par contre, il va nous donner un volume de recherche, mais pas la concurrence. Donc, après, bon, voilà, c'est un peu plus bancal peut-être, mais l'astuce dans ce cas-là pour trouver un peu la concurrence, ou en tout cas une idée de ce qu'est la concurrence, ça va être de taper notre mot-clé directement dans Google pour aller, du coup, faire nous-mêmes la recherche et vérifier le nombre de résultats que Google affiche. Plus ce nombre de résultats est élevé, plus la concurrence, a priori, est élevée. Moins il est élevé, moins c'est élevé. Chose aussi à faire attention, c'est, voilà, si les premiers résultats de Google sur cette recherche-là sont des très gros sites, comme des sites gouvernementaux, du Wikipédia ou des sites très très connus, a priori, c'est très concurrentiel, parce qu'ils auraient du mal à passer par-dessus ces sites-là qui sont très très bien classés pour Google et qui ont une très forte autorité. Le deuxième pilier, ça va être l'optimisation technique. L'optimisation technique, c'est important parce que il faut que votre site se charge et que se charge correctement, plutôt rapidement. Sinon, Google va pas estimer que l'expérience utilisateur sera suffisamment bonne et il va pas vouloir le mettre en avant pour les gens qui vont faire la recherche. Ce qui est légitime, lui, il a quand même sa réputation sur la qualité des résultats qu'il donne et donc après des sites qui vont donner un résultat. Donc si derrière un site met 10 secondes à charger, les gens vont pas être contents, ils vont quitter le site et puis ils vont se dire oh, Google, chaque fois que je fais une recherche, il me donne des sites qui sont trop longs et du coup jamais mon résultat, ma réponse, ça va pas aller. Donc il fait très attention à tout ce qui va être aussi optimisation technique. Alors celle-ci c'est principalement sur la vitesse de chargement qui va être très importante. Il faut pas qu'un site mette trop longtemps à charger. Et c'est pas uniquement qu'une histoire de SEO. Je veux dire, n'importe quel visiteur, s'il clique sur un site et que ça met plus de 3 secondes à charger, vous avez sûrement déjà eu l'expérience. On quitte le site en général en n'étant pas plus parce que voilà, de nos jours, on est censé pouvoir avoir un site qui charge rapidement. Donc, ceux qui jouent pas le jeu, on n'a même plus de patience là-dessus. Différentes astuces pour optimiser la rapidité. Il va y avoir des systèmes de mise en cache qu'on peut trouver sur certains sites. WordPress a plein de plugins pour ça. Utiliser moins de plugins aussi, hein. On est un peu contre-intuitif, mais du coup, voilà, moins de plugins veut dire aussi moins de temps de chargement parce qu'il y a moins de calculs à faire. Un bon hébergeur, hein, parfois ne pas hésiter à mettre un prix un peu plus élevé pour avoir plus de ressources et donc être capable de charger un site plus rapidement. Avoir des images qui soient avec un faible poids. On ne veut pas des images énormes prises avec un appareil photo et directement mises sur le site parce que là, c'est trop gros. Ça fait des vingtaines de mégas, une image prise par un bon appareil photo. Alors que sur le web, tout est un peu réduit, la qualité doit être un peu moindre et on veut des images à quelques centaines de kilos maximum.
ou deux, trois MO peut-être, grand max, ça dépend encore un peu de la qualité et de la thématique, mais voilà, on veut éviter d'avoir trop de lourdeur et d'avoir un site qui, du coup, puisse se charger assez rapidement. Le deuxième élément auquel Google va faire attention pour le classement, c'est qu'on ait une bonne hiérarchie. Ceux qui sont pas trop adeptes de la technique vont peut-être pas trop connaître ce principe-là, mais il faut partir du principe que, voilà, comme quand on écrivait nos cours à l'époque à l'école, on a des titres, on a des sous-titres, on a des sous-sous-titres, des sous-sous-sous-titres, etc. C'est tout ça c'est tout ça la hiérarchie qu'on peut avoir sur les titres, donc sur la structure. Et cette hiérarchie-là, au niveau informatique en tout cas, elle se structure par ce qu'on appelle des balises H. Donc c'est voilà, avec un nombre qui suit derrière, H1 étant le plus important, H2 étant le sous-titre du H1, H3 étant le sous-titre du H2, H4 étant le sous-titre du H3, etc., jusqu'à H6. Il n'y a pas plus bas que H6. Et donc, il faut surtout faire attention quand on écrit notre article, qu'il ait bien qu'un seul H1, parce que c'est notre titre principal, et qu'ensuite, ben, en dessous du H1, on ne mette pas directement un H3 ou un H4. Il faut qu'il y ait un H2, et en dessous du H2, ça va être un H3, etc. Et ailleurs sur notre site, bah, il faut éviter qu'il y ait d'autres types de titres, parce que bah, sinon, ça va un peu confuser Google, qui va plus trop savoir, voilà, attends, c'est quoi la structure de titre? Moi, je pensais que j'avais suivi un truc bien là, puis en fait, je me rends compte qu'il y a un autre titre encore sur le côté qui, je sais pas comment je suis censé classer, ce qui vient après, ce qui vient avant. C'est un peu, voilà, un peu complexe. Donc, du coup, on veut être sûr d'avoir une structure qui soit cohérente. Et encore une fois, c'est utile aussi pour la personne qui lit. On veut que cette expérience-là soit bonne pour la personne qui lit. Et Google fait attention à ça. En plus aussi pour lui d'être voilà une meilleure façon pour lui, on va dire, de comprendre le contenu. Parce que si on fait ça mal, il va moins bien comprendre aussi le contenu qu'on est en train de faire. On veut avoir des images parce que les images, bah, c'est cool. Hein, les gens qui lisent les articles aiment bien aussi voir des images et Google, du coup, fait attention à ça. Mais le point attention, c'est qu'on veut toujours qu'il y ait un attribut alt, donc alt pour alternative, sur les images. Cet attribut-là, en général, tous les sites, voilà, les CMS qui permettent de faire des sites web proposent de mettre du texte dans cet attribut alt de l'image. Il faut surtout bien penser à le faire parce qu'en fait, dites-vous bien qu'un moteur de recherche, Google, lui, ne voit pas l'image. Il sait qu'il y a une image, hein, il voit bien qu'il y a une balise pour une image, mais il voit pas à quoi elle ressemble, l'image, il la comprend pas. Et en fait, cette balise alt donne du texte qui est censé décrire l'image rapidement pour que Google puisse comprendre, ah oui, ok, donc c'est une image qui parle de ça, ok, je comprends mieux. Et ça a un intérêt donc pour Google, mais aussi pour les personnes non-voyantes qui se servent uniquement des balises alt pour savoir comment ils sont censés comprendre l'image qu'ils sont en train de lire à leur manière, du coup, en braille. Donc, c'est très important aussi. Pour générer, enfin, contrôler un peu cette technique et la vérifier, vous avez différents outils qui existent. Il y a le Google Page Speed, qui lui va être juste un outil, enfin, juste, qui est un outil qui va vérifier la rapidité de votre site. Donc, il va vous scanner le site, voir un peu la rapidité que ça a mis à charger et vous donner plein de conseils techniques sur comment l'optimiser en réduisant voilà, les JS, les CSS, en réduisant les tailles des images, en mettant du cache. Enfin, il va donner plein de méthodes. Vous avez aussi le Google Search Console, qui est aussi encore un outil de Google qui lui permet d'enregistrer votre site pour ensuite faire du monitoring sur les recherches qui sont associées à votre site, sur l'indexation de vos pages, hein, parce que voilà, il faut aussi que les pages web soient indexées, c'est-à-dire que Google soit au courant de ces sites web, enfin de ces pages sur votre site web, parce que juste écrire une nouvelle page, Google, lui, il n'est pas omniprésent et omniscient, il ne sait pas que vous avez écrit une nouvelle page. Donc, il faut lui dire, à un moment donné. Et vous pouvez le dire manuellement depuis le Google Search Console. Si vous le faites pas, en fait, c'est la prochaine fois qu'il viendra sur votre site qu'il le verra peut-être de lui-même et qu'il l'indexera. Mais ça prend beaucoup plus de temps, surtout quand on débute, parce que quand on débute, Google vient pas tous les jours sur notre site, il vient à une fréquence beaucoup plus moins soutenue. Et vous avez aussi Ahref, donc qui est l'outil qu'on a évoqué tout à l'heure pour la recherche de mots-clés, qui est un outil payant, mais ils ont un outil gratuit qui est le Ahref Webmaster Tools, qui lui est un peu l'équivalent de la Google Search Console, mais c'est Ahref qui gère, qui vous fait un audit de votre site pour découvrir un peu, voilà, si vous avez des pages qui mènent nulle part, si vous avez des erreurs dans la structure de votre page, etc. Il fait aussi du contrôle, ce qui permet d'avoir une vision de est-ce que je fais les choses à peu près correctement techniquement ou est-ce qu'il faut encore que j'améliore. Donc ça, c'est des outils qui sont tous gratuits. Je vous conseille fortement du coup de les prendre. Je remettrai les liens pour vérifier le côté technique du site. D'autres petits voilà, conseils techniques, mais aussi un peu de bon sens, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que Google ne savait pas lire les images et donc éviter de mettre du texte sur des images, surtout si c'est du texte important. Il y a une époque, c'était une mode, on mettait les titres sous forme d'images parce que bon, c'était peut-être plus facile à designer. On aimait bien mettre des titres avec des polices un peu spéciales et à l'époque, les polices, c'était un peu plus chiant d'en avoir. Donc du coup, on aimait mettre du titre, enfin, ouais, les titres directement dans les images. Mais ça, c'est très mauvais parce que voilà, Google sait pas lire ce qui est le texte, donc il faut peut-être faire confiance un petit peu à la balise alt, mais à côté de ça, il va pas lire ce qui est dedans. Quand vous mettez des photos de témoignages ou autre, si vous voulez que ces témoignages-là soient potentiellement pris en compte dans la lecture quand Google lit votre site, il faut pas les mettre dans des images, il faut les mettre sur forme de texte que vous mettrez, voilà, que vous designez un petit peu pour que ça ait peut-être l'impression que c'est dans une bulle ou je ne sais quoi.
mais ne mettez pas ça dans une image parce que personne, à part votre visiteur, ne saura le lire. Et si Google ne sait pas le lire, c'est-à-dire qu'il ne l'indexe pas. Je parle juste de l'image, hein. La page, il est indexée, mais il va pas prendre en compte ce contenu-là parce qu'il ne sait pas lire ce qu'il y a dedans. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on veut indexer ces contenus. Donc, dès qu'on crée une page, il faut prévenir Google et les autres moteurs de recherche, hein, d'ailleurs Bing et compagnie, qu'on a une nouvelle page, qui peut aller la crawler, on dit ça, donc il aille vérifier ce qu'il y a dedans pour l'indexer. Il y a des plugins, il y en a un que j'aime beaucoup, que je vous indiquerai tout à l'heure, qui est RankMath, qui fait l'indexation automatique. Donc, dès que vous créez un nouveau contenu, pouf, il va prévenir à la Google Search Console que vous avez déjà, enfin, vous avez créé un contenu et qu'il faut l'indexer. Mais sinon, c'est à vous de le faire manuellement, sauf si vous voulez attendre parfois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être que Google découvre de lui-même votre contenu. Et dernier élément technique, on veut aussi avoir un sitemap. Alors, le sitemap, c'est un peu le plan du site. Il y avait une époque, pas si lointaine encore que ça, il y avait souvent un lien sur un site avec un sitemap qui était indiqué plan de site, dans lequel on envoyait tous les liens du site, toutes les pages, etc. En fait, c'est un document en format XML. Du côté technique, on s'en fiche, mais c'est généré par les plugins en fait en général qu'on met pour gérer le SEO. Donc on a rarement besoin de s'en occuper manuellement, hein, sauf si on code le site soi-même. Mais ce sitemap, donc il va être généré tout seul. En fait, c'est une sorte de table de matière de toutes les pages de votre site qui est normalement mise à jour automatiquement par le plugin que vous utilisez pour le SEO. Et Google, lui, en fait, normalement, vous lui donnez à la base votre sitemap. Comme ça, il sait aussi toutes les pages qui existent sur votre site, toutes les pages qu'il peut aller essayer d'indexer. Et voilà, c'est une autre façon aussi de faire un index, mais les deux sont faisables et les deux sont cumulés. Enfin, on peut faire les deux, quoi. Et le troisième pilier, bah, ça va être d'écrire aussi tout simplement un bon article. Ça va de soi, ça paraît évident, mais c'est pas forcément si facile que ça à faire parce qu'il faut plaire à l'algorithme de Google et aux visiteurs qui vont aller lire l'article. Parce que voilà, on pourrait vouloir trop optimiser pour que Google mette bien en avant, mais derrière, si c'est trop optimisé et que la lecture est un peu chiante, les gens vont pas rester. Et de fait, du coup, Google va estimer que votre article est mauvais quand même parce que s'il voit que les gens restent pas, il va classer ça comme étant mauvais. Et après, si on fait ça trop, on va dire au feeling ou trop dans l'expérience utilisateur, eh ben, on peut faire quelques erreurs qui font que Google va pas trop bien référencer notre contenu parce qu'il voit pas trop l'intention, peut-être, il y a pas assez le mot-clé dedans, etc. Donc, faut faire attention à écrire un bon article. Déjà, ce qu'on veut, c'est une bonne intro. C'est toujours un peu pareil dans tous les types de contenu qu'on fait, il faut une bonne accroche. Bah là, c'est l'intro. On a un peu plus de place, un peu plus de temps avec un article. Donc, on veut une bonne intro. Et on veut idéalement que l'intro réponde déjà, au moins en partie, mais idéalement déjà, répondre vraiment déjà à la question posée par le titre, à la question que les gens sont venus pour quand ils ont cliqué. Parce que, bah, a priori, c'est une bonne technique pour les gens qui découvrent votre site de déjà avoir rapidement un élément de réponse et après ils continueront éventuellement la lecture. Mais de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est mieux de faire ça que de ne pas du tout donner la réponse et de les laisser lire tout l'article pour découvrir la réponse. Parce que beaucoup vont peut-être pas le lire, vont abandonner en cours de route et vont pas apprécier du coup. Pardon. Il faut avoir un bon titre avec le mot-clé présent dedans. C'est l'idéal parce que bah, Google va se baser sur votre contenu, sur un peu la fréquence des différents mots qu'il trouve sur votre page pour déterminer en fait comment il est censé, enfin, de quoi ça parle et comment il va classer votre contenu. Donc, en mettant votre mot-clé aux endroits principaux qui sont votre titre, l'URL, la description, dans l'intro et puis un peu partout dans les autres sous-titres et dans le contenu, il va rapidement comprendre que ouais, ok, l'intention c'est ce mot-clé là. Donc, on va voir si c'est pertinent puis je le classerai pour ce mot-clé là. Et du coup, on veut un bon titre qui va utiliser notre mot-clé de préférence. Parce que voilà, on peut essayer de faire des titres un peu originaux, qui du coup ne vont pas vraiment indiquer tout de suite le sujet de notre truc, mais bah, le problème c'est que du coup Google va beaucoup moins y faire attention, il va moins comprendre l'intention qu'on a derrière, et même les visiteurs hein, qui vont tomber sur le titre vont peut-être un peu être surpris quand après ils vont voir que le contenu, ah oui en fait le titre c'était une sorte de référence à un machin, et ok je comprends le lien mais c'était pas évident. C'est voilà, ça peut être rigolo mais c'est pas ce qu'il faut faire je dirais pour du SEO. Parce qu'on est sur voilà, des trucs beaucoup plus terre à terre où on veut que les choses soient claires rapidement parce qu'on cherche de l'information. Et on sait bien aussi que de nos jours, les gens veulent l'information rapidement. Ils veulent que ce soit assez clair. Donc, ce qu'on veut, c'est que voilà, la personne fait sa recherche sur Google, il voit notre titre, c'est clair que ça répond à sa question. Il clique, déjà dans l'intro, il a la réponse, il est content, il continue à lire parce qu'il était content. Mais il faut que tout ça soit clair et fluide. Il faut pas essayer de faire trop original et du coup, bah, de paumer un peu tout le monde. Il faut avoir du coup aussi une bonne URL avec le mot-clé utilisant. Donc l'URL, c'est le lien qui permet d'accéder à votre site. Ça permet à Google donc de mieux déterminer encore de quoi on parle et aussi donc aux visiteurs, parce qu'il va l'avoir aussi dans Google, de confirmer encore une fois que ah oui, bah, l'URL confirme aussi que c'était ce que je recherchais. Ça me conforte dans l'idée que c'est ça que je veux. Petite image de limace ici parce que en anglais en fait ce genre d'URL s'appelle un slug. Voilà, slug en référence à la limace du coup. C'est pas des images mises totalement au pif. Il faut aussi une bonne métadescription. La métadescription, c'est la description de votre article de manière assez courte, faite pour Google.
C'est en général le message que Google affiche en dessous de du titre de votre site et de l'URL quand on fait une recherche Google. Parfois, il met directement un contenu spécifique qui se trouve dans votre article, mais le reste du temps, il met votre méta-description. Donc là, c'est pareil, c'est les plugins qui vous permettent de la changer. Elle n'est pas utilisée en tant que telle pour mieux vous positionner, mais donc elle donne une information supplémentaire pour les gens qui vont faire les recherches pour vous confirmer encore une fois que ça correspond à ce qui est recherché. Donc n'hésitez pas ici à bien récapituler de quoi parle l'article pour que ça confirme aux gens que c'est bien ça qu'ils venaient rechercher, et aussi à y mettre le mot-clé, encore une fois, que vous aviez ciblé dans cette métadescription pour que le lecteur et Google comprennent que, OK, ils sont bien au bon endroit. Et ensuite, on l'a déjà évoqué sur la partie technique, mais il faut bien structurer son contenu. Donc, c'est important de faire bien les titres, les sous-titres, etc., bien hiérarchisés, en y mettant le plus possible notre mot-clé, sans en faire trop non plus. On veut pas non plus que ça soit trop flagrant de dire, bah, tiens, ah, chaque fois, il copie-colle son mot-clé, puis il rajoute un mot ou deux après. Enfin, faut que ça ait du sens, en fait, quand même. Hein. Mais quand c'est possible et quand ça se fait plutôt bien, on veut mettre le mot-clé le plus souvent possible. Après, c'est bien d'utiliser un plugin aussi qui va nous indiquer des informations là-dessus, parce que trop en faire, c'est aussi très mal vu. Et ces plugins, généralement, connaissent un juste milieu et peuvent nous confirmer qu'on est bien dans le juste milieu ou pas. Parce que il vaut mieux en faire moins quand c'est comme ça qu'en faire de trop, parce qu'on est pénalisé par Google quand on en fait trop et que lui voit ça comme étant vraiment une sorte d'attaque d'optimisation. Donc, il vaut mieux en faire moins que trop, mais il y a des plugins qui vous aident à faire ça. Un élément très important quand on écrit un article de blog, c'est d'analyser l'intention de recherche. Admettons que je fasse une recherche barbecue. Est-ce que je suis censé vendre des articles, enfin des barbecues dans mon article, ou est-ce que je suis censé expliquer comment ça marche un barbecue, ou ce que c'est, que je sais faire une définition, voilà. Et ça se sort pas de son chapeau non plus. Google comprend cette intention de recherche en fonction justement de voir comment les gens cliquent en fait. Si les gens cliquent sur des liens qui permettent d'acheter des barbecues, il comprendra que l'intention de recherche c'est d'acheter un barbecue. Et donc il va mettre en avant les sites qui vont parler de l'achat d'un barbecue. Si l'intention de recherche, que les gens recherchent vraiment en général savoir ce que c'est, comment ça marche, bah Google le verrait parce que les gens cliqueraient beaucoup plus sur les liens qui expliquent et il verrait qu'ils passent du temps là-dessus. Donc du coup, il les mettrait en avant. Ce qui veut dire en fait que quand on veut écrire un article, il faut soi-même taper la recherche avec le mot-clé qu'on a ciblé, vérifier les premiers résultats et regarder de quoi parlent les premiers résultats. Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de vendre quelque chose ou est-ce qu'ils sont en train d'expliquer comment ça marche? Et il faut surtout faire comme eux, en fait. Il faut pas chercher à faire différemment parce que s'ils sont en première place, c'est que Google a estimé que c'était bien ça l'intention de recherche parce que les gens cliquent bien sur ces résultats-là. Donc, si vous voulez faire encore une fois dans l'originalité et faire prendre à contre-pied et faire ça différemment, là, vous risquez d'être complètement mis sous l'eau par Google parce que bah, lui, non, il se dit non, les gens ne sont pas venus chercher ça. Moi, je sais bien qu'ils sont venus chercher ça. C'est ça que je mets en avant. Donc, si tu mets pas comme ça, ben, je te mets pas en avant. Donc, faites bien attention à l'intention de recherche et faites en sorte de respecter ces intentions de recherche. Les intentions de recherche, hein, pour faire simple, c'est informationnel. Donc, on cherche de l'information ou transactionnel, on cherche à acheter. Il faut déjà, on va dire, ne serait-ce que différencier les deux pour savoir, voilà, si on fait un article plutôt sur de l'information ou sur de la vente. Ce qui n'empêche pas à la fin de l'information de tenter de vendre un truc. Mais il faut que, voilà, le principal, ce soit l'intention de recherche, en fait. Il faut que les gens qui tombent sur votre article aient bien ce qu'ils étaient venus chercher. Après, si à la fin, vous essayez de vendre un truc, bon, bah, c'est pas grave, ils ont déjà eu tout ce qu'ils voulaient avant, hein, donc c'est bien. Mais avant tout, il faut répondre à la question et à l'intention de recherche. Si dès le début, vous essayez de vendre, là, non, ça va pas le faire. Et aussi, du coup, bah, quand on a fait cette recherche avec les premiers résultats de recherche, les trois premiers en général, bah, ce qu'on veut déjà, c'est regarder ce qu'ils font, l'intention de recherche, mais aussi bah, reprendre un peu leur contenu, en fait, sans copier-coller, mais s'en inspirer. Parce que s'ils sont là, c'est qu'a priori, Google a jugé que leur contenu était pertinent. Donc, on veut s'en inspirer pour nous-mêmes faire un contenu qui soit pertinent en mélangeant le contenu de ces trois premiers résultats et en rajoutant encore un peu quelques trucs derrière à notre sauce. On veut tout réécrire à notre sauce, bien sûr, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas réinventer la roue, il faut juste s'inspirer de ce qui marche et de ce que Google estime qui est le mieux, et puis faire mieux en fait. Juste reprendre un peu les mêmes éléments et puis rapporter des éléments en plus. Peut-être apporter un nouveau point de vue à un moment donné, mais tout en apportant à minima les informations que les premiers résultats apportaient eux aussi. Ensuite, on veut aussi, dans un bon article bien écrit, ajouter des liens internes. Donc les liens internes, c'est quoi? C'est des liens qui vont vers d'autres articles de votre site ou d'autres éléments de votre propre site. Ça, c'est bien aussi pour Google parce que ça lui permet de créer une sorte de graphe, en fait, un cocon sémantique, finalement, un maillage interne de votre site, en se disant, bah tiens, dans ce site-là, enfin dans cet article-là, il parle de cet autre article qu'il a fait, donc il y a sûrement un lien entre les deux, c'est cool. Et en fait, ça aide à donner de la crédibilité aux autres articles que vous faites. Quand vous avez des articles qui pointent vers d'autres, bah, Google se dit, ah, ok, donc c'est quand même utile parce qu'en plus, celui-là, ok, il a un lien avec celui-là, il parle de celui-là, donc ça veut dire que celui-là, il est quand même pertinent et que, en fait, il a l'air d'être un peu plus haut niveau que les autres parce que finalement, de celui-là, on découle plusieurs autres.
C'est bien pour Google qui va voir qu'il y a une structure et qu'il y a une sorte de cohésion et une cohérence dans tout votre contenu et que vous n'êtes pas en train de parler de poireaux d'un côté et de carottes de l'autre. On mélange les deux. Hein. Vous parlez vraiment d'un sujet qui est voilà d'une seule et même thématique avec plusieurs sujets qui sont tous liés à cette thématique-là. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que vous parliez de plein de choses différentes et qu'il n'y a pas de lien entre elles. Et ça marche pour Google, mais ça marche aussi pour vos visiteurs. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais passé des heures sur un site qui parlait de course à pied parce qu'il mettait plein de liens internes vers d'autres de ses articles. Et à chaque fois, bah ouais, c'était pertinent dans le contenu de son article de faire la transition vers ce nouvel article-là. Et ça me donnait envie d'aller dessus. Et donc, ça aide aussi les gens à passer plus de temps, finalement, sur votre site. C'est un peu comme quand on fait des vidéos YouTube où à la fin, on va parler d'une autre de nos vidéos, ou pendant même, pour inciter les gens, du coup, à enchaîner leur lecture avec une autre vidéo qu'on a faite. Et bien sûr, on veut aussi des liens externes qu'on appelle les backlinks. Donc ça, c'est les autres sites qui font des liens vers le vôtre. C'est beaucoup moins évident à voir, mais par contre, c'est aussi beaucoup plus puissant. Alors c'est beaucoup plus puissant, mais tous les sites n'ont pas la même puissance. Si votre site est référencé par un annuaire, pour Google, ça vaut rien du tout, parce que c'est du contenu que n'importe qui peut mettre, qu'on peut générer soi-même, donc il n'y a aucune valeur à ça. Si vous avez un lien qui vient voilà, d'un article de Le Monde, bon bah là ouais, par contre ça a beaucoup de valeur, parce que pour Google, Le Monde est une vraie référence. C'est un site d'information qui est voilà, qui est très euh, qui est une forte autorité, quoi, qui est cohérent. Donc, si lui vous fait un lien, ah bah d'un coup, vous allez monter dans les résultats parce que Google estime que, ok, bah si quelqu'un de si important que ça fait un lien vers ce petit site-là, c'est qu'a priori, c'est peut-être pas un site c'est tout ça, et qu'il est important. En plus, d'avoir les doubles effets qui se coulent, qui est que bah, si Le Monde vous fait un article avec un lien vers votre site, bah vous allez aussi bénéficier du trafic de Le Monde qui va potentiellement cliquer sur ce lien-là et atterrir sur votre site. Donc c'est voilà, on cherche à avoir des backlinks parce que Google adore ça pour mieux vous référencer et en plus ça vous apporte du trafic. Mais donc, comme je disais, tous les backlinks n'ont pas la même importance. Il faut que ce soit des backlinks depuis des sites qui ont une certaine autorité aussi. Hein. Si c'est le site du boulanger du coin qui est absolument pas connu, ça n'aura pas de valeur non plus. Et voilà, si c'est le site du boulanger du coin qui fait un lien vers vous, alors que vous êtes un site qui parle de, je sais pas, de jeux de société, a priori, il n'y a pas de lien. Et donc, même si le site du boulanger avait une forte influence, bah, Google, il s'en fiche parce que la thématique est même pas liée. Donc, il va trouver ça un peu louche. Surtout qu'il y a déjà eu beaucoup de triches au backlink où voilà, on se paye des backlinks, on échange des backlinks, on fait plein d'autres sites qui se backlinkent tous entre eux. Google piste ça maintenant et fait très attention à ça parce qu'il aime pas ça, hein, c'est des gens qui cherchent à tricher. Donc il descend très rapidement ces sites-là. Donc les backlinks, faites-les de manière honnête. Vous en aurez pas forcément beaucoup au début, mais petit à petit, voilà, certains sites verront le vôtre comme étant de plus en plus une référence dans un domaine et vont commencer à mettre des liens vers le vôtre. En général, ce qui marche bien, c'est d'avoir des contenus un peu comme des études, en fait, des contenus assez intemporels avec des sources et qui paraissent très solides sur des résultats de l'étude, des choses importantes, quelque chose de bien cohérent, où vous montrez votre expertise. Bah ça, en général, les sites aiment bien s'en appuyer parce qu'eux-mêmes vont parler d'un sujet en disant, bah voilà, en plus, ça se confirme sur ce site-là, puis ils vont faire un lien vers votre site. Donc c'est cool. Un autre élément, une autre façon d'avoir des backlinks, c'est aussi de faire des articles invités. Vous pouvez très bien écrire vos propres articles sur le blog de quelqu'un d'autre. Lui, ça lui rend service parce que du coup, c'est vous qui faites le travail et puis lui, il va récolter derrière les visites. Mais en contrepartie, vous lui demandez bien sûr un lien de retour vers votre site à vous pour bénéficier en partie d'un trafic. Et en plus, s'il l'a mis en follow, son lien, ça veut dire que du coup, le moteur de recherche va suivre le lien. Il le prendra en compte aussi du coup pour se dire, bah tiens, il a eu un backlink, c'est plutôt cool, l'autorité, elle monte un peu. Par contre, s'il le met en no follow, c'est-à-dire qu'en théorie, les moteurs de recherche sont pas tenus enfin, ils sont pas censés aller vers le lien et donc ils sont pas censés le prendre en compte. Donc on va chercher les liens plutôt follow, ça c'est à négocier avec les personnes à qui vous le faites. Mais bon, même si c'est du no follow, ça vous fera toujours de la visibilité et du trafic qui viendra, donc faut pas hésiter. Quelques outils pour vous aider dans la rédaction. Mon préféré, c'est RankMath. Il y en a un autre qui est très bien aussi, qui est Yoast SEO. Alors c'est deux plugins pour WordPress, hein, forcément c'est pour WordPress, hein, sur Webflow, tout ça je connais pas et je crois pas que de toute façon on puisse vraiment trop jouer là-dessus. Mais en tout cas sur WordPress, on peut très bien jouer sur le SEO, faire beaucoup de choses là-dessus, donc ce sera du RankMath ou du Yoast SEO qui fonctionne très bien. RankMath que j'aime beaucoup aussi parce qu'il fait l'indication automatique, plein de boulot à notre place, il a aussi ce qu'on appelle les schémas, c'est un autre nom aussi, mais les fonctionnalités, voilà. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, quand on fait des recherches sur Google, parfois, il nous met lui-même le résultat, mais affiché autrement, en fait, sous forme de questions-réponses ou il met les résultats directs, ou bien en dessous de votre site, il peut mettre aussi des étoiles quand vous parlez de produits pour un rating ou des avis, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des fonctionnalités et ça se fait via des schémas que RankMath permet d'intégrer à ses articles pour que Google puisse voir qu'en effet, OK, le contenu est structuré d'une telle manière et lui pourra l'afficher un peu différemment sur les résultats de recherche. Et voilà, si vous parlez d'un produit et que vous mettez ça sous forme d'un schéma produit avec une note, un prix, etc., et ben quand on fait une recherche, Google pourrait mettre directement
votre site avec en dessous le détail de votre produit sans que la personne ait besoin d'aller sur votre site. Ce qui est pas mal parce que du coup, ça incite les gens aussi à aller plus derrière sur votre site ou à passer l'achat chez vous parce que Google l'a plus mis en avant.